Dans la bulle de la semaine, on parle d'une tech qui change de visage. D'un côté, Apple réinvente Siri en s'appuyant sur Gemini, une intelligence plus puissante, plus contextuelle, mais pensée pour rester invisible, presque effacée de l'expérience utilisateur. De l'autre côté, Meta rabat ses cartes dans l'immersif. Recentrage stratégique, coupe massive dans Reality Labs et fermeture de studios VR emblématiques. Et pendant que les géants centralisent l'IA, RLLM montre qu'on peut faire tourner de très gros modèles sur de très petites machines. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. De notre côté, c'est le premier épisode de l'année. Alors bonjour mes osios. Hello. Premier épisode de la saison 4. Premier épisode de la saison 4. Ouais, on a été un peu farouche, on vous avait prévu des petits épisodes. Il y a eu une semaine de battement parce que vous allez le voir. Je suis parti à Los Angeles, donc du coup, Las Vegas en plus de ça. Donc il y a eu une petite coupure pub, mais on est de retour et c'est notre premier enregistrement de l'année. Donc ravi. Bah oui, franchement. New season, yeah. C'est le retour, c'est le comeback. Previously on Bubble. tu l'as pas trop mal fait en plus. In AMC, Bubble. AMC, first world premiere. Le monde est encore là. On n'a pas encore explosé sous les armes nucléaires. Nous n'avons pas l'AGI. On n'a pas été On drafté. nous promet. Pour Ça ne l'instant, saurait on est- tarder. On est pas mal. La singularité n'est pas encore là, les amis. Ça a été vos fêtes de fin d'année, vous? Ça a été. Franchement, c'était pas trop mal. Je crois que ça faisait longtemps que je n'étais pas parti pour l'hiver. Genre, comment dire, que j'avais pas posé des jours ou autre Nouvel An et Noël. Ça fait du bien en vrai. Hein. Ah, ça fait du Ça fait bien. du bien, surtout pendant cette période, parce que c'est une période un peu. Moi, j'aime pas trop moi l'hiver. En fait, j'aime bien l'hiver sec, tu vois. Genre, ça me dérange pas s'il fait froid, du moment qu'il est pas humide. S'il neige, j'aime bien quand il neige, enfin quand les infrastructures s'effondrent pas. Ouais, Comme parce ce que qu'on là, a eu. putain, vous avez eu l'apocalypse. Moi, j'ai vraiment esquivé cette semaine de bazar. Ma caisse, elle est toujours remplie de sel. C'est très mauvais, il faut Ah que je ouais me retire. Et la dépanneuse, elle est passée. Le dernier jour, il y avait plus de neige, elle a tout salé. J'ai de la neige, du sel jusqu'au niveau du haut de La poignée de la porte. poignée de la porte, ouais. Ah ouais, elle va cuire. Ah ouais, je te jure, c'est Elle va mauvais cuire. pour la peinture. Mais sinon, ouais, franchement, moi, pas trop mauvais, plutôt cool. Et toi? Eh ben, écoute, moi, j'ai décidé pour cette nouvelle année de suivre une préconisation de Quentin. De moi. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. C'est quoi ta préco? Laquelle? J'ai Tu découvert. t'organises. J'écoute Non, Bubble. quand même pas, faut pas abuser. J'ai écouté Bubble. Et il parlait d'une série, Pluribus. Oh. Ah ouais, mais là, pour le coup, je t'ai pas suivi, frérot. Là. Ah ouais? Oh, j'ai mis cette série, mais c'est d'une lenteur. Ah oui, c'est lent. Ouais. J'ai envie de m'ouvrir les veines à chaque épisode. Et le pire, tu sais, c'est que, bon, déjà, regarder un épisode, c'est compliqué, ça se fait en 2 ou 3 fois, parce que je m'endors à chaque fois. Et tu sais, le pire, quand tu commences à regarder un peu ta meuf et tu lui dis, ouais, on va lâcher l'affaire, non? Et que ta meuf, elle est là, elle dit, ouais, c'est vrai que c'est lent et tout, machin, mais tu sens que elle, par contre, non. Elle s'est fait ken, parce que elle attend toujours les fameuses dernières minutes de Et oui, l'épisode où et il y a oui. un vieux twist Ouais. aux Un 4 vieux minutes de la fin, cliffhanger, tu vois. ouais. À la 4 minutes. Le truc, en fait, la série, ça pourrait être des shorts YouTube, en fait. des TikTok. Sauf que non, et le truc, et j'ai regardé. Attends, j'ai vu un épisode, c'était quand? Hier. J'ai dit, mais non, ça dure 45 minutes un épisode. J'ai l'impression que ça dure 1h45 minutes l'épisode. Mais moi, tu sais que je suis un J'y peu arrive comme pas. ça. Moi, je peux pas. Quand j'ai commencé un truc, je peux pas m'arrêter. Je sais que ça pue sa grand-mère, mais il faut Ouais. que j'aille au bout. Bah, C'est terrible. Juste histoire de cocher la cage. La Ouais. case dans ton Et puis de me cerveau. dire, peut-être je vais louper un truc, tu vois, ça se trouve. Tu sais, alors que non, tu sais, t'es arrivé, t'es quasiment au générique, tu vois. Mais Ah non, si je c'est commence clair. une série, je vais me taper une saison, je vais Et- dire ça pue sa mère, mais je vais aller jusqu'au Non, bout. mais le pire. J'ai ouais. fait les 4 saisons de The Witcher. J'ai Oh, fait les wow. 4 saisons de The Witcher. Avec le changement d'acteur. Oh, wow. Avec le changement d'acteur avec Liam Hemsworth sur la 4e saison. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le réalisateur, il a fait un AVC pendant le truc. Le scénariste, à mon avis, c'est une autre personne. Il est venu déguisé ou un truc comme ça. Je comprends pas que tu puisses niquer le truc autant. Il y avait tous les bons ingrédients, tout est parti en couille. Ah non, mais C'est- Et je crois que c'est scandaleux. pour ça que Cavill aussi, il a bougé du Parce truc. que ça- parce que ça commençait à plus trop respecter le lore. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que l'idée de fond, pour terminer là-dessus, sur Pluribus, elle était intéressante. Mais wesh, il y a rien. Il y a zéro Et je crois que action. c'est un peu le problème de Vince Gilligan, hein, celui qui réalise aussi Breaking Bad. Beaucoup se plaignent de la première saison de Breaking Ah Bad en disant ouais, que c'est c'est très ce très mec-là. lent. et que Ah, mais ce moi, mec-là. c'est pour ça que j'ai jamais Waouh, réussi. ok. Alors, voilà, insultez-moi, n'hésitez pas. J'ai Ah, jamais mais- réussi à aller plus loin que la première saison de Breaking Bad parce que Frérot, je on est m'arrêtais au ensemble, milieu à chaque fois. J'ai fait les faut se 3 mettre, premiers épisodes, je crois. Je me suis arrêté Et je là. sais que c'est exceptionnel. En vrai, il faut Je se sais mettre dedans. Tu vois, moi, j'ai passé la hype et je l'ai regardé quand plus personne n'en parlait.
Et je l'ai. Un soir, je savais pas trop regarder. Je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans. Et une fois que tu commences à passer l'étape, un peu comme Game of Thrones, où t'as toute l'introduction des personnages, il y a beaucoup de monde, t'as tout un contexte, un monde qu'il faut apprendre. Une fois que t'as passé cette étape, c'est génial. Et Pluribus, je pense que c'est un peu comme ça, mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison. Alors, toi, t'es plus là-dessus, mais moi, j'étais un épisode par semaine. Donc, j'ai pas enchaîné. Donc, toutes les semaines, t'es en mode, tu manges ton frein en disant, putain, vas-y, c'est quand la suite, quoi. J'ai fait ça pour Halo, j'étais pas satisfait. Mais bon, moi, je suis vraiment pas mangé mon frein. Je dis, c'est quand qu'on arrête ça tout de suite. Mais tu vois, je suis assez d'accord. La première saison de, par exemple, The Mandalorian, t'es en mode, mais il fait quoi là? Je regarde un mec faire les quêtes secondaires. Mais c'est il y a ça. pas de lien entre les missions. Et il est en mode, tu vas à gauche, à droite et tout. La dernière saison, le dernier épisode, t'es en mode, oh. Et en fait, c'est après que c'est fou. Non, mais du coup, départ, le seul truc qui est intéressant dans cette série, c'est de se dire, c'est quoi le but final, même si on voit clairement ce qui se passe, c'est-à-dire que elle veut trouver le mystère du bordel, mais entre-temps, la meuf, elle fait ses courses. Ouais, mais c'est un peu comme Severance, mais Severance, c'est bien fait. Ouais, mais il montre un petit peu ce que ça donne le monde dans cet univers. Et donc, vivre normalement dans ce truc-là. Il y a un épisode, enfin, je caricature, mais il y a un épisode, c'est la meuf, elle va faire tourner son aspirateur robot les 2/3 de l'épisode. Et à la fin, parce que y a des loups qui l'attaquent, elle va prendre une voiture pour essayer de leur rentrer dedans. D'accord. C'est ça, voilà. Un épisode. Là, le pitch donne pas spécialement envie. Non. Mais allez-y quand même regarder. Dites-nous dans les commentaires. Vas-y, vous me direz. Mettez une petite vocale sur la bulle vocale. Et puis voilà, je serais très curieux de vous écouter par rapport à ça. Carrément. Mais en tout cas, ouais, on est très pop culture. Hein, si vous nous découvrez. Désolé, c'est moi, j'ai niqué l'intro. Non, au contraire. On adore parler de ça. Et je pense qu'on fera plus régulièrement des épisodes un peu recommandations comme on a pu faire en fin d'année. C'est toujours chouette de vous parler un petit peu de tout ça. Non, mais du coup, c'est bien de voir les échecs et les victoires des recommandations. Genre, par exemple, moi, je t'ai recommandé Severance, ça a été un machin. Là, je découvre Pluribus. Et par exemple, j'ai vu Silo. Pareil, comme toi, exceptionnel. Là, je découvre Pluribus et là, c'est l'échec. Regarde Les Gouttes de Dieu, c'est le seul truc que je te dirais Monobus, là, ici pour terminer. Ok. Apple a officiellement conclu un partenariat pluriannuel avec Google pour utiliser les modèles d'intelligence artificielle Gemini au cœur de la prochaine version de son assistant vocal, Tu sais qu'il y a un nom. Siri. Il y a un nom à ça. Un nom à quoi, Gemini? C'est l'archouma, on appelle ça. C'est la honte. C'est la honte, je suis désolé. Hein. Tu pouvais pas terminer, mais là, il y avait trop de... retournage de veste. Tu sais que j'étais même choqué de son intro. Je dis, ça va le frérot, il fait le mec qui... Oh, ça passe crème, ils ont changé avec Gemini, tout tu va vas bien. pas nous avoir. Ah, non, tu vas pas nous avoir. Hein. Apple Intelligence, là, qu'ils sont en train de faire miroiter le truc, ça fait 6 ans. Tu vois, c'est terrible. J'essaye de faire une intro un peu sympa et tout pour frérot, donner un petit peu l'engouement aux gens. Vous me niquez mon intro. C'est le gossip de la tech en ce moment. Là, faut couper dans le gras, là. T'as Apple qui est en mode, vous inquiétez pas, ça arrive, Apple Intelligence en bêta et tout, machin. Non, en fait, flemme, frère. Vas-y, on file toi à Google, Gemini, ils sont en train de tout ruiner. On voit bien que ça s'intègre partout. On va juste reprendre ce qu'ils font. On va leur ralasser un maximum de thunes. On va intégrer ça dans l'environnement Apple. Est-ce que c'est bon? En vrai, je trouve que c'est un peu terrible la graduation de la chose. C'est-à-dire qu'on commence à en parler depuis 2024 en disant oui, Apple Intelligence va devenir un truc mais méga important. T'as le développement de toutes les IA et t'as Apple qui se plonge la tête dans le guidon parce sur qu'il y a un eu truc des qui n'a techniques aucun intérêt. Bouge pas, frère. On arrive. Attends, ils ont démarré eux, mais t'inquiète, frère, on arrive. Il y a des subterfuges en disant vas-y, on va le faire. Un gros coup de marketing en disant IA, ça veut dire Intelligence Apple, tu vois. Tu sais, à chaque fin de keynote, c'est l'année prochaine, on arrive, bougez pas, attends. Il manque une ligne. Vas-y, mets la bêta, quoi, configure le Mac, mets la bêta, dis que ça arrive. Après, on a eu ChatGPT qui a été intégré en disant bon, vous inquiétez pas, je sais que vous aimez, on vous le met. Et là, en fait, finalement, Siri doit sortir. Carotte pas, mon gars. Il y a eu des vidéos bullshit de Apple qui dit hey, il y a tout ça. Et même, il y a eu un procès de gens qui ont porté plainte contre Apple. Publicité mensongère. Publicité mensongère parce qu'ils ont dû retirer des vidéos. Moi, je balance les bails. Il y a les vidéos YouTube, elles ont disparu. Il y avait une vidéo là. Et ça, c'est fou. Parce que dans l'histoire d'Apple, je me souviens pas que ce soit un truc qui a été fait de haut. Un aveu d'échec aussi grand dans le Apple moderne. AirPower, c'était du hardware. C'est du hardware. Non, c'est Copperfield, c'est du Copperfield. T'as toujours eu l'alliance dont je parle du nouveau Apple, le Apple Steve Jobs, tu vois. Tim Cook. AirPower, c'était déjà Tim Cook. Et Apple Plan, frérot, ils ont leur petit bail, t'inquiète pas.
C'était Steve Jobs, ça. Scott Forstall et tout ça. Bon, en tout cas, pour vous développer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que, plutôt que développer sa propre IA, vous l'aurez compris maintenant, Apple a des longueurs de retard. Ils ont préféré faire confiance sur les modèles de Gemini qui se développent à la vitesse de l'éclair. Et d'ailleurs, qui a mis une pilule à ChatGPT, c'est assez hallucinant. Mais alors, juste pour parler un peu sérieusement de ce truc-là, il y a un truc qui est assez fou, c'est que ChatGPT, aujourd'hui, quand tu t'en sers pour générer des images à la con, poser des questions, même si maintenant tu as Grok. Mais l'avantage de Gemini, c'est qu'il est très rapide et surtout que dans l'univers de Google, dans le workspace, il est intégré partout. Et ça y est, ils l'ont intégré dans le moteur de recherche maintenant. Bien, mais ça fonctionne très très bien. Ouais. Et c'est ça vers quoi Apple voulait tendre, je pense, un peu comme ce que, en fait, ils sont en train de faire la stratégie Microsoft, sauf qu'ils le font 2 ans après. Microsoft, ça fait 2 ans qu'ils ont acheté ChatGPT. Ils ont renommé ça Copilot, ils l'ont intégré avec leur modèle dans les environnements. Et tu veux faire une présentation, tu veux un résumé d'un Word ou un truc comme ça, tu vas dans ton Microsoft 365, tu lui poses la question, hop, il fouille déjà dans ton écosystème, il te récupère les trucs, il te fait des slides, des PowerPoint et tout. Là, Apple, s'il vient de signer maintenant, ça veut dire que espérez pas avoir un truc avant 1 an minimum, et je suis très gentil quand je dis 1 an, parce qu'à mon avis, sortie de bêta, ça doit être 2 ans, un truc comme ça. Écoute, je peux donner la date dès maintenant. A priori, dans iOS 26.4, donc au printemps 2026, on devrait déjà avoir tout ça intégré. Eh bah, on en reparlera à cet épisode, je vais mettre un mémo maintenant. Exactement. Il n'y a pas un monde où tu as un truc en printemps 2025, si alors, ce n'est juste un chat. Parce que peut-être que... Peut-être que, et comme ils en ont l'habitude généralement de faire ça par vague, et donc dans un premier temps aux États-Unis, ensuite en Europe, etc. Donc ça risque fortement d'arriver. Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs ? La réponse aux questions plus complexes. Tu le disais avec Copilot, c'est le fait qu'il va pouvoir aller rechercher des informations. Ça, on l'avait vu dans un keynote en disant « Ah bah, ma mère arrive de Los Angeles. Ah ok, bah de Los Angeles, je vais réussir à récupérer son billet d'avion qu'elle m'a envoyé à tant de temps. À quelle heure arrive ma mère parce qu'elle a aussi pris un Uber, etc. » Enfin bref, il va pouvoir récupérer toutes ces informations finalement que vous avez collectées dans votre écosystème Apple. Siri pourrait devenir plus personnalisé aussi, un petit peu comme on peut le faire avec Gemini. La promesse de départ, je rappelle. C'était la promesse de départ. C'était le t'inquiète frère d'il y a 2 ans. Hein. Par contre, ça serait complètement invisible dans le sens où on n'aurait pas d'appellation Google ou Google Gemini à l'intérieur de l'écosystème. Oui, parce c'est intégré profondément. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, que les gens doivent bien saisir, c'est pas genre le Gemini qu'on a par exemple sur les Pixels et tout ça qui va arriver sur les appareils Apple. C'est un modèle que Apple achète à Google, un modèle. C'est l'infrastructure cloud en fait. En fait, c'est ce qu'on appelle les modèles fondamentaux. En fait, c'est les modèles de base. Ils vont prendre le modèle de Google, un modèle d'ailleurs qui n'est pas tout jeune, qui aura déjà peut-être 1 an, j'ai une connerie, 1 an ou 2 par exemple, par rapport à la dernière version de Gemini. Un truc éprouvé, mais qui peuvent suffisamment personnaliser. Peut-être qu'ils vont acheter la dernière en mettant les billets. Non, en fait, Google, ils sont pas cons. Ils vont pas fabriquer un concurrent. Ils vont pas leur donner toutes les clés. Et en fait, c'est un peu comme les puces ARM en fait. T'as la base qui est l'ARM et après chacun vient fine-tuner sa puce. Et ben là c'est pareil, sauf que Google va leur fournir un modèle et Apple va mettre les mains dessus, il va mettre une surcouche Apple. Okay. Donc c'est pour ça que t'auras pas genre un hey salut c'est Gemini, tu vois. C'est vraiment Apple Intelligence, mais la couche de base, c'est comme un peu les Android, tu vois, la couche Android et il y aura une surcouche Apple. Mais il y a pas les infrastructures aussi, ils vont pas juste filer les modèles comme ça. Je crois que ça a tourné sur du Google Cloud. Infrastructure cloud aussi. Oui. Pour gérer les requêtes complexes. Oui, mais dans l'objectif aussi, parce que bon, on va en parler, dans l'objectif de promettre aussi aux utilisateurs que les données seront uniquement traitées en interne chez Apple et pas chez Google. En fait, il y a 2 choses. Il y a l'infrastructure cloud pour gérer les requêtes complexes et il y a aussi Siri qui continuera d'exécuter localement les tâches pour activer les trucs hyper simples. Et effectivement, tu en parlais, hein, il y a toujours le fait qu'Apple reste hyper engagé sur la confidentialité des données. Hein. Ça, c'est un truc qui a été dit à maintes et maintes reprises dans leur conférence. Donc, et ils auront toujours leur cloud privé qui permettra de garder en fait tout cet écosystème d'information. Il y a 7 fonctionnalités que Siri pourra faire grâce à l'intégration de Google Gemini. Je peux vous les citer rapidement. Bon, on le disait, des réponses plus riches et contextuelles. Des informations, comme on vous l'a dit, la mémoire de conversation, la suggestion proactive, donc à savoir en s'appuyant sur tes informations de ton calendrier, de tes messages, de tes mails et tout ça, il pourra du coup te donner, anticiper des besoins en fonction de ce dont tu as besoin. Une meilleure compréhension aussi de ton contexte perso, parce qu'il va lire tous tes messages, tous tes mails, donc tout ça s'est réuni. Il y a aussi une synthèse intelligente d'informations, donc ça c'est un peu comme Copilot, c'est-à-dire que
tu vas recevoir un mail, il va te mettre le résumé de ce que tu vas avoir, une conversation importante, il va te le mettre. Te suggérer des choses en fonction, genre de ton pour un emploi du déjeuner, temps, ouais. il va te dire ce truc-là, tu peux l'appeler, il est dispo entre telle et telle heure. Ah Exactement. tiens, pour ton rendez-vous, il faudrait que tu partes maintenant parce qu'il y a des bouchons sur le truc. Un peu ce que faisait Google Assistant il y a une paire d'années. Bah ouais, mais non, mais c'est vrai, C'est mais en fait, t'as tout ce qu'on disait, tout le retard à attraper, Ouais. mais là, le fait que ce soit dans l'écosystème et que ce soit bien intégré, je pense que c'est la grosse plus-value d'Apple C'est ça. là-dessus. Et puis finalement, les actions plus autonomes. Donc, c'est un nouvel assistant qui pourra effectuer des actions demandées, hein, clairement, plus complexes, avec une meilleure compréhension de ton intention particulière. Donc, chacun aura finalement un assistant différent en fonction de son iPhone, de son produit, et des réponses plus naturelles et conversationnelles. Ça, c'est ce qu'on attend tous maintenant d'un assistant. Et finalement, tu vois, en faisant ces 7 fonctionnalités qui pourront arriver, on se rend compte que c'est des trucs qui existent déjà sur Bien le marché. Et ça, depuis 1 an, 2 ans, enfin, quand on utilise, je sais que j'utilise ChatGPT depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais pas, et c'est exactement ce que j'utilise. Donc là, la différence, c'est que ça va vraiment s'appuyer sur tout ton contexte, tout ton historique, les conversations que tu as avec tes potes, tes proches, etc. Donc ça sera cool. Maintenant, c'est vrai que, bon, ça fait longtemps qu'on attend cette nouveauté. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde a beaucoup changé, beaucoup évolué, et que tous ces assistants ont été poussés vers le haut. Donc, on attend de voir quel subterfuge Apple va essayer de nous sortir pour faire nous passer la caler, pilule. pour faire passer la pilule. Ouais, mais ils ont pas mais intérêt, tu sais, t'oublies un autre aussi, parce que là, on rigolait beaucoup, Apple, machin, l'Archuma, tout ça. Mais il y a l'autre dindon de la farce, pour qui ça, c'est une terrible nouvelle. C'est OpenAI. Alors apparemment, on aurait quand même le choix avec cette nouvelle version de choisir si on veut garder ChatGPT et tout, sachant que les requêtes via ChatGPT, c'est encore 4.0. Donc on est loin du 5.2 qui existe aujourd'hui. Mais qui était une des meilleures versions. Parce Mais que je te cache pas que qui était une des 5.2 meilleures a versions. beaucoup déçu pas mal de monde. Depuis clair. 5, ça a déçu pas mal de monde. Ouais. Mais donc du coup, on aura quand même ChatGPT d'intégrer. Donc si on veut l'utiliser, on pourra. Ça reste quand même une énorme... parce que du coup, là, tu as le concurrent direct qui est venu s'intercaler entre toi et Complètement. Apple. Et il se pourrait d'ailleurs que tu dises ça, mais que peut-être en interne, il parle on connaît bien ce terme-là dans l'IT, c'est un décommissionnement qui va arriver en peut-être. douceur de OpenAI. Un jour, Bien on sûr. vous dit, les frérots, c'est terminé le choix. Maintenant, c'est que Gemini. Je les vois pas tenir. Tu vois, c'est un peu bancal de tenir sur deux propositions. Après, il y a beaucoup Voilà. de services qui le proposent. Adobe, par exemple, Ouais, mais propose Apple, c'est Banana, pas comme ça. Firefly. Enfin, ils ont les choix. Après, est-ce que tu vas laisser ce choix-là ou pas? Bon, ça sera à eux d'en décider. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont ni signé de partenariat exclusif avec OpenAI. Mais par contre, avec Gemini, c'est le cas pour plusieurs années. Donc, De toute façon, voir. à long terme, je pense qu'Apple a quand même dans l'idée de se rendre indépendant que ce soit de Google ou de OpenAI, que pour l'instant, ils bouchent un trou béant où ils essaient de colmater un problème qu'ils ont pour aller au plus vite et parce qu'ils sentent que là, ça peut être compliqué. Parce que moi, j'entends même des utilisateurs côté iOS, Apple qui disent que bientôt ça va plus suffire à les faire rester chez iOS et que ce qu'ils voient du côté des pixels avec les Gemini, tout ça, ça commence à vraiment déclasser Apple, entre guillemets. Et il y en a qui pensent faire le switch. Donc il était important pour Apple de réagir vite. Je pense que le but, c'est de réagir vite. Mais on n'est pas à l'abri qu'un de ces 4, avec ces mêmes modèles fondamentaux qu'ils ont pris de Gemini, ils développent leur propre truc. Et Complètement, ouais. à force de... Je pense voilà. que c'est le but, hein, clairement. C'est ce qui est visé. Mais pour l'instant, ils ont une longueur de retard. Donc, Il y a un truc aussi à retenir quand même, c'est qu'il y a aussi, tu vois, en fait, pourquoi il y a ce phénomène-là qui arrive, c'est qu'il y a un gros aussi jeu de chaises musicales sur les cerveaux de l'IA. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont été débauchés de chez Apple pour aller chez Meta parce que Meta proposait des ponts d'or à des 100 millions de dollars et tout pour embaucher des grosses têtes. Et je pense qu'il y a eu ce petit jeu musical là qui va commencer enfin à se calmer parce que je pense qu'au bout d'un moment, les autres pourront plus faire des ponts d'or et qu'à un moment, je pense que changer de boîte tous les 6 mois, parce que je vois, ça tourne chez les chercheurs. Il y en a qui sont partis d'OpenAI pour aller chez Think Machine, qui reviennent chez OpenAI. Donc au bout d'un moment, tout ça, ça va se calmer quand le délire autour des dollars sur l'IA va se calmer un peu et qu'après, ça va se rationaliser et bientôt, on aura des acteurs qui arriveront à aller au bout de leur concept et au bout de leurs idées sans qu'ils soient en galère, quoi. En tout cas, vous le savez maintenant, Apple a choisi Gemini. On verra ce que ça va donner. De toute façon, comme l'a dit Rewan, on l'a mis dans notre petit agenda et on verra ce que ça donne au moment où ça sort. Ou pas. Je vous ai dit que j'aimais bien héberger des trucs chez moi ou pas?
Je crois que j'en ai pas beaucoup parlé pendant le podcast. Je crois que tu peux rajouter une couche. T'as Je peux mentionné ça vaguement vite fait. autour de 2 ou 3 épisodes. J'avais déjà essayé de faire l'expérience de me dire, tiens, qu'est-ce que ça ferait si je faisais tourner de l'IA chez moi? Donc je l'avais fait sur des petits GPU, une 1060, 6 Go qui était un truc dans une machine qui traînait comme ça. Et ben, je suis pas le seul à avoir eu l'idée, sauf que il y a des gens avec beaucoup plus de temps et de compétences que moi qui ont développé un petit truc, un petit outil, qui est une petite bibliothèque Python open source qui s'appelle RLLM, comme tu l'as présenté en intro. C'est une petite bibliothèque. Son objectif, c'est d'optimiser l'inférence des grands modèles de langage pour les faire tourner beaucoup plus facilement sur des petites machines, comme tu l'as dit. En fait, quand on dit petites machines, c'est surtout sur des plus petits GPU. Des petites cartes à base de 4, 6, 8 gigas de VRAM, donc la mémoire vidéo. Et en fait, tu peux faire tourner des modèles genre à 70 milliards de paramètres. Donc c'est plutôt stylé. Ouais. C'est vraiment pas mal comment ça fonctionne. En fait, ça utilise des systèmes d'optimisation de chargement de tes index, notamment. Donc en fait, quand tu... Sans rentrer trop dans les détails et éviter de dire des conneries, c'est en fait, des paramètres sont faits de plusieurs manières. Donc, tu as des FP16 qui peuvent aller jusqu'à 140 Go de VRAM quand tu les charges entièrement. Tu vas avoir des modèles 8 bits, des modèles 4 bits, etc. Mais tu es toujours globalement sur des trucs qui sont rarement en dessous des 30 Go nécessaires pour faire tourner des modèles. Comment ça fonctionne en fait? C'est relié, dans ton PC, c'est relié en réseau, c'est ça? Et ça permet d'héberger, d'être hébergé partout dans ta maison, ça? Ouais, bah, en fait, RLLM, c'est juste la solution qui te met en fait, qui gère le chargement de ton IA, en fait. Ok. Donc, tu vas l'intégrer directement à ta solution que tu utilises, par exemple, sur Hugging Face, PyTorch, ce genre de truc. Et en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est au niveau de la manière dont ton modèle est structuré, il va faire semblant de charger certains modèles. Il va lui faire croire qu'il le charge dans la mémoire de ta RAM. carte. Non, bah justement, dans la VRAM, dans la mémoire de ton GPU. Alors qu'en fait, il va le charger en RAM. Donc lui, il va croire qu'il est complètement chargé, alors que ce ne sera pas le cas. Et lui, ce qu'il va faire, du coup, RLLM, c'est qu'il va un peu orchestrer le chargement des index en fonction de ce que tu lui demandes et de quelle partie du modèle tu dois utiliser. Donc, c'est beaucoup plus lent sur les requêtes qui sont genre ce que tu peux avoir sur ChatGPT quand tu poses une Complexe, question. recherche Voilà. approfondie et tout. Même pas, justement, sur les requêtes rapides. C'est-à-dire Ok. que tu peux m'expliquer ce truc-là. Lui, en général, il va te répondre assez rapidement. Là, ça va être un peu plus lent parce qu'il faut qu'il charge, qu'il décharge certains index en fonction de quelle partie du modèle tu sollicites. Par contre, du coup, c'est libéré immédiatement une fois que tu as fini cet index-là et ça charge celui d'après. Ce qui fait qu'en fait, ton modèle aura l'impression d'être chargé complètement, mais ce ne sera jamais le cas. Et il va aller dynamiquement interroger ton disque dur pour charger les trucs dans la RAM, puis dans le GPU, puis le décharger, puis laisser une partie en RAM, puis aller chercher d'autres parties sur le disque dur, ce qui fait que, en fin de compte, ton modèle, il est jamais complètement chargé. Donc, c'est cette espèce de chef d'orchestre qui dit « J'ai besoin de toi comme expert, ok, t'as terminé de parler, vas-y, casse-toi. Ensuite, j'ai besoin de cet expert-là, vas-y, viens, parle, ok, casse-toi », te permet de faire tourner des gros modèles, comme je l'ai dit, 70 milliards de paramètres, sur des toutes petites cartes graphiques. Ok. Je trouve ça plutôt stylé. Vous allez me dire, ouais, mais ça doit être limité en termes de compatibilité. Et bah, figurez-vous que Yama 1, Yama 2, ChatGLLM, Qwen 2, Mistral, Mixtral, InternalLM, Anima, c'est tous des modèles qui sont supportés dans leur plus grosse variante, avec notamment Yama 3.1 qui a 405 milliards de paramètres. Pour rappel, Yama, c'est le modèle open source de Meta Oui. dans les IA, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas. Quand tu vois les C'est progrès qui sont faits par Ouais, c'est genre comment ça s'appelle, Claude sur la partie code et tout ça, maintenant je crois il y a pas longtemps, qui a développé sa propre appli, genre tu peux faire un espèce de collègue de travail pour t'aider à bosser. En vrai, il y a des trucs intéressants pour ceux qui veulent pas sacrifier le passage à l'IA et envoyer leurs données potentiellement chez des gens comme Google, Microsoft, OpenAI, etc. Bah, en vrai, je trouve que l'idée est pas si mauvaise. Et c'est un truc que tu veux intégrer, toi? Chez toi? Franchement, c'est un truc que j'essaierais. Là, tout de suite, j'ai pas les machines pour le faire tourner. Mais en vrai, je me dis, pour l'utilisation que je pourrais en avoir, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, mon utilisation de l'IA, c'est je fais pas de présentation, etc. Machin, je l'aide. En fait, c'est un peu mon assistant pour les recherches et des fois, quand j'ai besoin pour du développement. En vrai, ça répond bien dans les use cases parce que c'est pas des choses dont j'ai besoin tout de suite. Je ne pose pas des questions où j'ai besoin d'un résultat instantanément. Même en général, par défaut, quand je vais dans les conversations, tu sais, ChatGPT, je lui mets prendre le temps de répondre, enfin réponse longue ou un truc comme ça, réponse détaillée, je crois que ça s'appelle. Donc en vrai, ouais carrément. Si ça permet d'avoir un modèle chez soi en plus, en vrai, c'est une bonne idée. Puis moi, tu me connais, j'aime bien bidouiller, donc forcément que je vais y aller directement dessus. Vous, c'est un truc que vous imaginerez tenter ou pas du tout? Bah, complètement, surtout que j'ai reçu une petite machine pas piquée des hannetons. Ouh. Core Ultra 9 285K là, avec 64 Go de RAM en DDR5.
J'ai envie de te dire, en fait, très clairement, à la base, c'était pour créer une vidéo setup gaming, mais j'avais dans l'idée de pouvoir faire tourner des modèles. Et notamment, moi, ce que j'ai envie d'explorer, c'est les modèles de génération de vidéos. Ok. Parce que. En local, c'est pas génial. de ce que j'ai Ouais. vu, Mais bon, avec une 5080 et tout, j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce que Ah oui, c'est clair. j'ai déjà fait de la génération d'images, moi, en local, sur ma bécane. Et ça prenait un petit peu de temps, mais ça fonctionne. Moi, j'ai configuré, pour ceux qui connaissent, un Confi UI. En gros, c'est une interface où tu peux plugger tes modèles dessus. Et après, ça te fait une petite interface, tu promptes et puis ça marche un peu. C'est exactement comme un ChatGPT, mais chez toi. Je fais ça. Pour ceux qui veulent s'essayer sans avoir les difficultés, parce que Confi UI, c'est un peu un truc de barbu. Il faut caler les bons modèles aux bons endroits. Il y a plein de fichiers à mettre un peu partout. Mais tu as LM Studio que j'aime beaucoup, qui est vraiment un truc très simplifié où tu as limite genre comme un espèce de store avec plein de langages disponibles qui peuvent répondre à plein de problématiques, mais qui font pas de génération d'images et de vidéos. Là, il faut vraiment aller sur un Confi UI, mais tu prends un LM Studio, tu peux t'amuser à tester des LLM qui tournent plutôt bien dans des bécanes et des fois qui ne demandent pas énormément de stockage. Tu vois, c'est 7, 10 gigas de RAM, 7, 10 gigas dans un disque dur et qui après, en fonction de ta bécane, fonctionne plus ou moins bien. Et tu as même des modèles qui sont spécialisés pour tout ce qui est processeur Apple, si tu as du M. Et ça tourne très très bien. Il y a des trucs qui marchent vraiment Sur très, des très Mac bien. Studio, on en avait discuté potentiellement de moi, ce que je voulais faire si je voulais le tourner en local, d'avoir un Mac Studio parce que les puces ARM sont vraiment efficientes. Tu prends un modèle avec pas mal de gigas de RAM, un 32 ou un 64, voire un 128 si tu as vraiment de l'argent à mettre. Mais en ce moment, la RAM, c'est compliqué, mais ça pourrait être la solution pour en plus l'efficience. Donc voilà, si jamais je fais le test à l'occasion quand j'ai tu la nous feras main, le je retour. je fais le petit retour, mais très clairement intéressant si vous êtes un peu barbu comme Mathieu, moi, à vouloir tester ça chez vous. En ce moment, dans la galaxie VR, on est un peu en plein marasme. Désarroi, alors pas tant que ça, parce qu'en fait, nous, ça fait un moment, là, et ça qui est drôle, c'est que je sais que, tu vois, tu m'as envoyé, Rewan m'a envoyé la news sur LinkedIn et tout. Nous, ça fait quand même quelques mois qu'on est au courant de ce qui est en train de se passer. Mais ça fait des années qu'on est au courant ouais, que le métavers, c'est de la grosse merde et que ça va foirer. Exactement, mais le truc, c'est que là où je te rejoins complètement sur la partie Horizon Worlds, en fait, en gros, ça a été... Remettons le contexte pour les gens qui n'ont pas, pas la news. Oui, alors tout simplement, déjà, Meta va licencier 10% de ses effectifs de l'entité Reality Labs qui est derrière tout ce qui est MetaQuest, Horizon Worlds et même au niveau des lunettes. Sauf que en fait, la partie des lunettes est clairement pas impactée parce qu'elle est plutôt orientée sur la partie IA, la partie un peu bankable. Ce que ça revient à dire qu'il y a quand même 1500 personnes qui vont rester sur le carreau. Moi, perso, je suis un peu même la crise qui se passe du côté du monde du jeu vidéo et c'est assez flippant ce qui est en train d'arriver. Je sais que, tu vois, Microsoft, c'est pratiquement 20 000 emplois qui ont disparu avec des studios qui ferment, des projets qui sont annulés. Microsoft qui est propriétaire du fameux Activision... non, pas Activision Blizzard, pardon, de Bethesda. Ouais, Bethesda, mais Activision Blizzard aussi. Ils ont acheté tous les studios et là, ils ont tué... plein de jeux qui devaient sortir, des beaux jeux et tout ça, et même des produits comme par exemple Forza Horizon, qui a une très très bonne aura du côté de chez Microsoft. Pareil, hein, l'effectif, il y a une grande majorité de l'effectif qui a sauté. Là, le prochain, il arrive. On ne sait pas trop dans quel état il est. Quoi qu'il en soit, le monde du jeu vidéo en règle générale est touché, et la VR, bien sûr, n'est pas épargnée. Donc, ça fait 1500 personnes. Encore une fois, nous, ça fait des mois dans mon émission XR360 qu'on parle des coupes qu'il va y avoir. Et là, en fait, ce qui tombe, c'est que c'est le coup près qui tombe. Donc, ça fait mal. Je te cache pas que là, moi, je lis des threads sur Twitter de gens plus ou moins proches de l'industrie qui sont un peu en train de prendre le coup de massue sur la tête, ou des fois des mecs qui ont un peu des insights, qui ont un peu des remontées. Et ça fait très, très mal parce que du coup, on perd quand même pas mal de gros studios historiques, au-delà déjà du fait que l'environnement MetaQuest en prend un peu un coup. Mais il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, que je voudrais un petit peu chasser de la part des médias un peu mainstream qu'on peut lire à droite et à gauche. Meta ne se retire pas de la VR. C'est pas le signal.
En fait, c'est un petit peu le contre-coup qui arrive un peu après, mais c'est un peu, tu sais, cette euphorie où il y a eu pendant le Covid, où là, pareil, pour Meta, il y a eu la VR, où ils ont eu une euphorie avec le métavers et tout, où ils ont embauché plein de balles. Et en fait, c'est un réajustement ce qui se passe. C'est-à-dire que... Et le développement des lunettes, ça a pas aussi un impact? Oui, l'impact des lunettes, il est complètement aussi présent, mais en fait, bien avant même les lunettes, au global, c'est l'IA qui a un peu pris le lead. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'essaie d'analyser ça avec mon petit esprit personnel, c'est que Mark Zuckerberg, il est passé d'un discours où il disait aux actionnaires, moi je le sais parce qu'on en parlait, il disait aux actionnaires, si vous attendez de la rentabilité sur ce qu'on est en train de faire, côté métavers, VR, etc., vous pouvez vous faire cuire le cul, parce que la vision, elle est là, la vision est claire, comme dirait un de nos camarades. Il dit tout est fluide dans ma tête et ça va dérouler sévère. Alors, juste pour revenir sur ces propos-là qu'il avait prononcés sur le métavers, effectivement, la vision, elle était claire, mais visiblement, elle était claire que pour lui, parce que personne n'a jamais compris vers quoi il allait. Donc, c'est lui le patron, pas de souci, il fait ce qu'il veut de son argent. Personne n'a rien compris. Et c'est ce dont je discutais même avec les experts côté cyber quand ils me parlaient de la blockchain. Et la blockchain, encore, c'est la technologie sur laquelle ça s'appuie pour tout un tas de cas d'usage. Mais le métavers appuyé par la blockchain, c'est en mode, c'est Abotel en plus moche, tu vois. Oui, c'est alors comme après, ça qu'on peut le voir, sans partir ils dans ont peut-être tout le pas débat. mis peut-être suffisamment de billes là-dedans et peut-être que ils y ont pas suffisamment cramé. cru en fait. C'était pas assez palpable. L'IA, pourquoi ça a pété du jour au lendemain, tu pouvais parler à un assistant virtuel, c'était palpable, c'était compris. Ah mais oui, T'as eu la vidéo, t'as eu Bien sûr. l'image, t'as eu la musique, il y a eu plein de cas d'usage hyper intéressants et c'était hyper concret. Là, le métavers, t'es en mode ouais, mais je peux aller dépenser de l'argent qui n'existe pas dans un monde qui n'existe pas. Non mais c'est pour ça je pense qu'il y a eu un gros teasing en disant bon bah en fait on est en train de construire Ready Player One les gars, C'est ça. tenez-vous prêts. C'est ça. Et en fait on a eu un gros bad parce qu'on est arrivé, c'était VR chat quoi. Ouais, c'est ça. Et Exactement. encore, ce que tu dis est dur parce qu'en fait, aujourd'hui, Meta est un peu en train de se taper l'Archuma pour faire un petit peu le relais de ce qu'on s'est dit juste avant côté Apple, côté métavers. Mais VRChat n'est pas un bon exemple parce que VRChat, là, il est en train de battre des records. Ah mais VR chat c'est super. Avec Gorilla Tag, sauf qu'en fait, Horizon World est juste 10 fois plus moche que ce que propose un VRChat. Et puis, c'est Complètement, pas je pense que- le même état d'esprit. Je pense que le problème, c'est que Mark Zuckerberg a voulu mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que oui, l'idée de créer Ready Player One, l'idée, elle peut être séduisante dans l'état. Moi, je te dis, hein, nous, il faut pas confondre les fans de VR comme moi et les fans de métavers. Moi, j'étais personne dans la communauté VR quand tu parles. Personne n'en a voulu de son Horizon World. T'imagines? L'idée de base était bonne, mais quand tu vois Ready Player One, déjà, il suffit, t'as pas besoin d'être un ingénieur, tu sais, bac plus 25 pour comprendre que pour créer Ready Player One, il faut une infrastructure qui est autre. gigantesque. que- Bah oui, bien voilà. sûr. Et encore une fois, Ready Player One, t'avais un concept derrière, t'avais une vision. Là, le métavers, c'était un environnement virtuel, mais physiquement, qu'est-ce que Non, t'allais si, faire? bah, en Tu fait, peux c'est- recréer la Terre Non. à un pour un si tu Oui. veux, mais autant se faire chier dans la Mais il y vraie avait, vie. il y avait des idées, parce qu'en fait, c'était justement de créer la suite de l'Internet Je suis immersif. d'accord. Tu vois, l'idée, c'était par exemple, alors ça peut paraître très con parce qu'il y a des gens qui pourraient te dire, mais moi, ça m'intéresse pas ça, mais d'aller chez Amazon directement, d'aller prendre ton objet, on va dire, dans le monde virtuel et de l'acheter et que ça devienne physiquement ton achat réel, c'est juste que tu l'auras vécu en mode VR. C'était un petit peu ça Ouais, l'idée. ouais. Et nous, on l'a vu, tu vois, là, on s'en moque, on dit beaucoup de choses. Mais rappelle-toi, Quentin, qu'on a été faire un tournage ensemble, qu'on a été faire pour toi. Il y a quand même des réalités tangibles. Ah, mais où bien sûr, le métavers complètement. chez Renault, rappelle-toi, avec l'usine donc qui a été Métaisé pour voilà. former les gens et tout ça, Exactement. mais ça, c'est les hyper jumeaux concret. numériques et tout ça. Mais Voilà. tu vois, il n'y a pas besoin d'un métavers pour moi. Et c'est là où je trouve ça dommage de se dire on va mettre tout cet investissement sur le métavers et d'un autre côté fermer des studios qui font des jeux, qui font du divertissement qui est super intéressant. Et encore une fois, les mécaniques que tu vas développer dans le cadre des jeux vidéo, elles sont réapplicables dans des environnements de formation comme ce que tu peux avoir Oui, chez Renault ou dans tout autre acteur de l'industrie. sauf que Meta n'a jamais été fan de jeux vidéo. Le jeu vidéo n'a juste qu'été une backdoor pour essayer de faire acheter des casques aux gens. Quand Ouais. tu sors un casque VR, l'idée c'était de dire, bon, comment on va vendre ce truc? L'idée c'était de dire, la première porte d'entrée, c'est le jeu vidéo parce que ça semblait être une évidence. C'est un peu pour ça que le MetaQuest Pro, si je dis pas de bêtises, a été un four. Le MetaQuest Pro a été un four dès sa naissance parce que nous déjà, rien quand j'ai vu l'annonce,
Déjà, moi, j'avais des débats dans mon émission avec d'autres mecs avec un mec qui s'appelait Zazel avec qui je faisais l'émission à l'époque, où déjà, il y avait un problème sur le positionnement de ce produit. C'est-à-dire qu'on nous disait MetaQuest Pro ne sera pas pour le grand public, sauf qu'il avait tous les codes de la communication pour le grand public. Et au final, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, le MetaQuest Pro, il a eu aucun environnement, même pas du MDM, tu vois, que tu connais bien, de la gestion de flotte de casques et que ça pour les pros. Il n'a pas eu de store réservé aux professionnels. Il a rien eu de tout ça. C'était un Quest 2++, tu vois. C'était un Quest Premium. Donc, voilà. Le problème aussi pour le jeu vidéo, c'est que là où ça a commencé à merder, c'est qu'il y a eu une scission. C'est-à-dire que Meta a très vite capitalisé sur le casual gaming. Déjà, ça a un peu fait fuir les hardcore gamers parce que la plupart du temps, quand les gens mettaient un casque et jouaient à des jeux, ou en tout cas quand on les voyait même sur des vidéos, disaient c'est moche, c'est des graphismes de mobile, c'est pas beau, machin et tout. La population vers qui ça se dirigeait plus sur les casques à proprement parler, c'était plutôt les gens qui sont fans de simu, on va dire. Exactement. Donc les gens qui ont le rig pour faire de la conduite, du vol, genre du Microsoft Flight Simulator, du Assetto Corsa, ce genre de choses. Mais après, le décalage entre ce que proposait graphiquement un jeu Quest, parce que même tu peux viser les cajus, mais les cajus, ils jouent pas forcément au serious gaming, genre ils jouent pas à Assassin's Creed, même en casu. Et en même temps, le hardcore gamer, s'il mettait le Assassin's Creed, il dit putain, ton Assassin's Creed de PS2, c'est ça, de PS3. et le casu, il va pas nécessairement investir dans un casque qui coûte un peu moins de 400 € si c'est un joueur de temps. À moins qu'il soit vraiment passionné par la VR, mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment un casu, tu vois. Le mec, il va démarrer son Farmville sur son téléphone à ce compte-là. Là où ça a fonctionné, très clairement, la VR, là où ça a pris, c'est sur les jeux aussi casu. Genre, moi, je sais que j'ai repris une population de gens qui. PokerStar, un PokerStar, ça ramenait énormément de gens qui adoraient venir chill, jouer une soirée et, le golf et aussi. voilà. Le mini-golf, c'est très très cool. Le ping-pong, tu vois, des trucs de ce style-là. C'est le premier truc que j'ai téléchargé moi dès que j'ai eu le casque. Hein. Exactement. Et moi, j'ai le casque qui dort dans une armoire, excuse-moi, mais je crois que le casque, il a plus de batterie depuis 1 an, le bordel. Je suis d'une tristesse, oui, pareil. je suis au courant de ça. Mais par exemple, il y a une population aussi qui s'est développée autour du fitness, là où ça marche vraiment très très bien. Par exemple, tu vois, il y a un des titres qui va malheureusement souffrir, qui s'appelle Supernatural, sur lequel le Meta avait racheté le studio là, sur lequel ils ont décidé d'arrêter de lui mettre plus de contenu, de le mettre à jour. Mais par contre, on a une population sur Supernatural, c'est un vrai titre aux US qui cartonne de fou au niveau des casques. Nous, en Europe, on est plutôt côté les Mills. Vous connaissez, c'est une franchise de... Ça me dit rien. c'est une franchise de sport en vrai, genre réel, tu vois, c'est pas que de la VR. C'est les Mills Body Combat. Et en fait, ils ont fait une déclinaison en VR qui cartonne de fou en Europe. Nous, ça marche super bien. Je me suis arrêté à Wii Sport, je crois. Et tu as toute une communauté aussi de gens qui adorent partager le cinéma, genre sur un big screen, etc. Mais ça reste de la niche. Quoi qu'il en soit, pour quand même avancer dans la news, il faut que je vous explique que moi, je suis un peu très, très triste au-delà du fait qu'il y a humainement des gens qui vont rester sur le carreau. Et j'avoue que ça me pèse beaucoup, ce sujet-là. On perd d'excellents studios de jeux vidéo, sachant que c'est des studios que Meta a rachetés pour en finalement faire peu ou pas grand-chose, voire même rien du tout. Pour vous donner quelques exemples, on a Twisted Pixel Games qui est derrière le dernier Deadpool. Ils ont sorti Deadpool en VR, qui était le jeu AAA à $50, qui était sorti là en fin d'année, qui a, semble-t-il, pas encore eu malheureusement le succès suffisant par rapport à Meta, du coup, fermeture du studio, alors qu'ils viennent de sortir le jeu. Hein. Là, il y a 1 mois ou 2, tu vois, un truc comme ça, je te dis ça. On a Sanzaru Games qui a sorti des pépites comme les Asgard Wrath, qui est vraiment un RPG à base de 50 heures de jeu, c'est incroyable. Ils avaient sorti une version PC VR qui était légendaire sur VR, et du coup, Meta a mis la main sur le studio, a transformé Asgard Wrath 2 en version uniquement autonome. Déjà, ils ont foutu le seum à tous les joueurs PC VR parce que ça fait partie des titres emblématiques. Qui étaient relativement beaux. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, même un Asgard Wrath, je te le fais tourner, tu dis waouh, en VR, tu dis waouh, c'est une dinguerie. C'est un peu vraiment un Zelda, tu vois, pour nous, l'équivalent en termes de notoriété. Il y a ce studio-là et il y a Armature Studio qui était derrière l'excellentissime revival de Resident Evil 4.
celui Qui est vraiment un l'ancien, jeu de PS2 voilà, pour le coup. exactement, Ouais. mais qui pour le coup était génialissime. Moi, je sais que je l'avais commencé, je l'avais jamais fini, mais je l'ai fait sur Quest et je l'ai terminé de bout en bout parce que Il tuait, hein. Il La- était vraiment bien. Hein. le jeu, la partie VR réglait un des problèmes intrinsèques de Resident Evil 4, c'est que Resident Evil 4 est un jeu tourné sur l'action avec des grosses phases de shoot et tout, mais ton personnage, quand il jouait sur console, T'es c'était un statique. 33 tonnes. Ouais. À pivoter, à faire la rotation et tout ça, c'était le bordel, c'était faire un créneau C'est avec ça. un 33 Tu tonnes. visais et tu tirais, Voilà. mais Faire un créneau avec quand, une tu, quand, Tesla. tu, quand tu visais, tu pouvais pas bouger, tu étais bloqué en mode je tourne C'est à ça. droite, à gauche, en haut, en bas, mais tu ne pouvais pas bouger. Et le fait quand je l'ai vu moi sur VR, en plus avec toute la dynamique des environnements qui est Première assez personne oppressant et et tout, puis les trucs où tu dois te mettre au corps à corps et tout, franchement ça donnait. Mais C'était je crois que j'ai vraiment- fait une démo avec toi Ouais. sur ça. Et C'est- du coup, c'était bluffant, voilà, hein. c'était aussi légendaire. Donc, du coup, ces studios-là ont disparu. Comme tu l'as dit, bah, tout ça, on le doit malheureusement aux lunettes, notamment aussi également, qui sont un véritable carton, puisque on a une croissance de juste 200% sur les Ah ouais, lunettes. mais- Ouais, mais 200% sur combien? Parce que si j'en ai vendu une en 2025 et j'en vends deux en 2026, ça Mm. fait 100% de Ah non, croissance. franchement, Ouais. ça cartonne. de Ah fou. ouais Ah vraiment. Ah non, mais C'est- on parle les- des les Meta Ray-Ban. Ray-Ban, Les ouais. Ah oui, Meta ça oui, Ray-Ban. ça oui, ça Ah pour mais ça, c'est un carton plein, mais même Et avec les displays. Oakley aussi, c'est énorme. Et le, Et et le les display, displays, on pas en est à mal, un stade où c'est tellement un truc de fou furieux que Meta est obligé de dire aux consommateurs, désolé, on n'arrive pas à suivre la cadence de fabrication, ils sont obligés de mettre la pression sur les usines. Et là, pour l'instant, par exemple, en France, on devait avoir les lunettes, mais elles ne seront pas disponibles avant un bon moment, ils n'ont pas de date, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à produire suffisamment vite par rapport à la Non, demande. mais les lunettes, c'est quand même assez fou. Mais on en reparlera jeudi Ouais. par rapport à ça. Je voudrais quand même vous donner une citation du CTO Andrew Bosworth, donc de la partie Reality Labs, qui avait déjà mis la pression en 2025 en disant que soit c'est visionnaire, soit selon lui c'était une légendaire mésaventure. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de Sur partir l'option 2, sur là. la légendaire mésaventure. Il reste quand même des studios qui vont continuer de tourner. Tous n'ont pas été tués. J'en pense à un effectivement qui est vraiment cher à notre cœur aussi également de joueurs VR, qui s'appelle Camouflage, qui a sorti Iron Man en VR, qui est à la base une exclue Sony. Pareil, Meta a décidé de racheter le studio pour avoir la version Ils Iron vont Man racheter tous les studios, ils vont sur tuer autonome. tous les studios. c'est terrible. Exactement. Bah, c'est à Strat Activision, ça. Et surtout, ils nous ont sorti un des bangers de la VR, c'est Batman Arkham Shadow, qui est un Batman dans l'univers des Arkham que vous connaissez en console et machin, qui est canon à cet univers-là, sachant que le doubleur qui fait Jim Gordon dans le jeu avait annoncé, on va dire plutôt, qu'il y a une suite qui était déjà dans les cartons tellement le premier avait bien démarré et que pour le coup, là, on ne sait plus du tout ce qu'il en est. Et pour vous donner aussi juste une dernière information qui m'a brisé le cœur, et pourtant, je ne suis pas un fan de la licence, c'est qu'apparemment, dans les cartons, d'après un YouTuber qui s'appelle Gamertag, je cite ma source, avait dit qu'il y avait un Harry Potter qui était dans les cartons qui ne verra jamais le jour du coup sur MetaQuest. Qui va flopper comme le jeu a floppé. Enfin, Donc- ça a été la hype pendant une semaine, quoi. Exactement. Donc pour terminer, Meta ne se désengage pas de la VR. Nous, on le regarde un peu à fleur de peau, avec le côté, tu vois, très difficile de voir des gens perdre leur emploi. C'est catastrophique pour tous les joueurs VR qui aimons. Horizon Worlds a clairement plombé le truc parce que si tout l'argent n'avait pas été foutu non plus dans Horizon Worlds, on en serait peut-être pas là. Donc merci Marc. Mais quoi qu'il en soit, il se désengage pas. On va dire que c'est un rééquilibrage et que Meta a dit la VR subventionnée, ce ne sera plus le cas. Et il faut comprendre un truc, c'est que la VR devait être une niche qui devait grossir de manière organique, qui devait faire son truc de manière naturelle, et que Meta, en fait, a juste gonflé aux stéroïdes cette niche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle autant. Donc voilà, on espère qu'il va y avoir un espèce de soft reboot où nous, on va passer une longue traversée du désert, mais que les bases qui vont repartir seront peut-être un peu plus saines pour la VR. Écoutez, on va voir ça, hein. Et puis je vous propose d'en parler jeudi. On va parler de lunettes, hein. T'en parlais un petit peu avec les Meta Ray-Ban, mais il y a beaucoup de choses qui se trament de ce côté-là. Parce que jeudi, on s'est posé la question, à quoi va vraiment ressembler la tech en 2026 ? Des écrans qui disparaissent au profit de lunettes et d'affichage personnel, une IA qui arrête de parler pour agir en arrière-plan, des objets modulaires qui s'adaptent à nos usages et des robots qui quittent le fantasme pour devenir des outils du quotidien. On décrypte les grandes directions qui se dessinent après le CES et surtout ce que ça raconte de notre rapport avec la technologie. Merci les Ozio et à jeudi dans Bubble. Salut.